Quelle est la dernière fois que vous avez décidé de rater votre métro, votre RER, juste pour le plaisir de suivre le vol d'un papillon bleu? Réfléchissez. Bon, bien sûr, hein, c'est risqué peut-être, mais c'est tellement jouissif. Eh bien, si vous le faites, si vous succombez à cette poésie papillonnante qui saura briser votre train-train quotidien, votre RER quotidien, alors vous êtes prêt. Prêt pour la poésie hédoniste et relaxante de Grand Paris, le premier long métrage de Martin Jova. Bonjour Martin Jova. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Est-ce que vous savez que le 20 mars 1974, il y a 49 ans, sortait un film où on voyait deux jeunes gens voler des voitures, courir après des femmes pour exercer leur virilité. Ce film s'appelait Les Valseuses. Ouais. 49 ans après, votre film Grand Paris montre deux personnes, Leslie et Renard, qui courent après les filles aussi, mais les filles ne se laissent toujours pas faire. La grosse différence, c'est que dans votre film, ces deux personnages, ils sont beaucoup plus insécures sur leur propre identité que ceux des valseuses. Et surtout, il y a le sens du sacré qu'il n'y avait pas il y a 49 ans. Est-ce que c'est une manière un peu de résumer votre film ? Effectivement, les valseuses, c'était une inspiration pour moi. Ce duo de mecs, cette relation un peu ambiguë, perdue dans des espaces périurbains. Moi, je trouve pas qu'ils courent après les filles dans mon film. Ils y vont mollement. Ils leur demandent leur snap. Ils leur demandent leur snap, mais sans trop y croire. Enfin, Ouais, c'est pour ça que je disais qu'ils sont plus insécures. ça, c'est sûr, ouais. Ça, c'est sûr qu'ils sont plus insécures. Et la dimension du sacré. À quel endroit? Dans Les Valseuses, c'est ni Dieu ni maître, tandis que là, dans votre film Grand Paris, il y a des images merveilleuses où ils Ouais. ont l'impression, entre guillemets, de se prosterner Ouais. ou d'attendre des révélations Ouais. de tous les monuments, la pyramide de Ouais. Cergy-Pontoise, etc. Après, des allusions au sacré de 2000 ans Odyssée de l'espace. Mm. Vraiment, Les Valseuses, c'était ni Dieu ni maître, tandis que là, c'est une jeunesse qui est prête à croire. Effectivement, et je crois que moi-même, en tant que fan de science-fiction, je suis prêt à croire. Et c'est pour ça que 2001 est mon film préféré. Parce que j'aime ce mystère, le monolithe, tout ce qu'il incarne. C'est une profession de foi, quoi. Et j'aime bien l'idée que dans mon film, on se dise, oui, même dans le plus banal du réel, la magie peut survenir à un moment ou à un autre. C'est comme ça que je l'envisage, moi. Et je partage ce rapport avec mes personnages d'être fasciné par les monuments d'Île-de-France et par ce qu'ils peuvent avoir effectivement de sacré. Il y a un petit rituel dans cette émission. Ouais. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux ? Est-ce que vous pouvez nous décrire de manière spatiale votre chambre d'enfant ? Ma chambre elle est toute petite. On dirait le placard d'Harry Potter. Parce elle est à l'extrémité du pavillon de mes parents et elle est sous l'angle du toit. Donc il y a des lattes blanches, c'est boisé. Le plancher est un peu plus beige. Il y a un tout petit lit une place qui est bloquée contre le mur. Et donc je dors sous l'angle du toit. Il y a un poster de Matrix 3 que j'ai découpé dans le journal de Mickey avec écrit « Ce qui a commencé doit finir ». Et il y a un petit radio-réveil que j'ai encore, digital, mais les débuts du digital. Et il y a plein de bouquins partout et c'est très mal rangé. Et à part le réveil digital vous pouvez réouvrir les Il y yeux. a une petite fenêtre aussi qui donne sur la voie ferrée et je vois derrière une rangée d'arbres, je vois le RER E qui passe dans un sens et puis dans l'autre. Et vous pensez que ce RER E qui était dans votre chambre, il peut être un de ces petits bric-à-brac qui a amené à Grand Paris, puisque je ne l'ai pas dit aux auditeurs, mais la grande différence entre les valseuses et Grand Paris, c'est que dans les valseuses, on pique des voitures, tandis que là, on prend les transports en commun. Est-ce que ce RER E à proximité de chez vous a pu laisser des traces telles qu'il a été à l'origine de ce scénario ? J'en suis totalement convaincu, ouais. La proximité du chemin de fer, le mouvement comme un métronome des RER de gauche puis vers la droite et
et puis même le son du RER, le son des trains qui passent même la nuit et qui te bercent, tout ça, c'est sûr que ça m'a influencé, moi, quand j'ai écrit le film. Il y a quelque chose de la nostalgie et puis d'une poétique de l'urbain comme ça qui m'a moi beaucoup guidé au-delà des gags, au-delà des aventures que je décris parce que Grand Paris c'est quand même une comédie où il se passe plein de choses, mais il y a une espèce de spleen dilué là-dedans. Je pense qu'il vient de ma petite chambre d'enfant avec vue sur la voie de chemin de fer. Ouais. Et pour corser le tout, hein, c'est Truffaut qui disait qu'un film, c'était comme un train dans la nuit. Ouais. Il y a un moment dans votre film qui est très beau, qui je pense parlera à tous ceux qui n'ont pas le temps de rien. C'est ce personnage qui dit que, en gros, il est un peu en retard parce qu'il a suivi le vol d'un papillon bleu. Est-ce que c'est pas aussi le travail d'un scénariste-réalisateur comme vous, puisque là vous n'adaptez pas un livre, c'est quelque chose de ex nihilo, vous auriez pu faire toute autre chose. Quels sont les papillons bleus, métaphoriquement, que vous avez suivis pendant l'écriture de ce film ? Je fais que de suivre des papillons bleus, enfin des papillons de toutes les couleurs, parce que justement la trajectoire narrative du film elle est très souple et à chaque fois qu'on croise un papillon, on part en sa compagnie et on accueille les aventures qui vont en découler. Et dans l'écriture c'est pareil. En fait moi ce que j'essaye de faire c'est de me mettre dans une attitude de sérendipité où j'accueille la surprise, j'accueille ce que le réel peut m'offrir et j'essaye de le suivre. Mes personnages, ils sont dans cette attitude-là et effectivement, ils n'ont pas du tout un rapport d'efficacité ou d'utilitarité vis-à-vis du réel. Ils n'ont rien à faire. Donc, ils sont complètement ouverts à ce que peut leur offrir la vie. J'aimais bien l'image du papillon bleu, moi. C'était un peu c'est un bon mot au début. C'est un dialogue lunaire qui enclenche une relation spéciale avec ce gars qu'ils viennent de rencontrer dans le RER. Mais effectivement, en même temps, c'est une métaphore de la façon que j'ai de vivre et la façon que j'ai d'écrire des histoires. Et Leslie et Renard, ils ont un rendez-vous avec quelqu'un qui est supposé avoir des chaussures bleues. Effectivement, il y a beaucoup de bleu dans le film et Leslie porte une veste bleue tout le temps et je suis un grand supporter de l'équipe de France. Alors, je vous propose de faire un petit questionnaire à base des 5 lettres des RER parisiens. Okay. Alors, la ligne A, qui de mémoire doit aller de Saint-Germain-en-Laye à Boissy-Saint-Léger. Ou Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée. Pour moi, c'est Marne-la-Vallée chez si, mon terminus à moi. Bien sûr. Alors, chaque fois, je vais prendre 2 mots, mais je vais vous faire réagir dessus. Okay. Alors, pour A, j'ai pris audace et absence. Alors, on va commencer par audace. Vos personnages... ils dérivent, hein, c'est vraiment un film sur la dérive, sur le temps justement qu'on prend. Mais il y a un moment que je t'ai trouvé très beau quand ils sont dans un tunnel. Il y a un qui dit à l'autre « T'as peur ?» Ouais. Et l'autre répond « Non, j'ai pas peur. » Et je trouve que cette audace-là, c'est vraiment... Et en même temps, ils sont insécures et en même temps, ils sont audacieux. Il faut beaucoup d'audace déjà pour sortir de chez soi et partir à l'aventure. Et en fait, je crois qu'il faut même beaucoup d'audace pour survivre aujourd'hui, pour trouver sa place, pour creuser sa place souvent, pour gagner de l'argent, pour que tout le monde soit content, ta famille, pour trouver l'amour peut-être ou des amis. J'ai l'impression qu'il faut toujours être audacieux. Et mes personnages, ils sont bienveillants. Leur audace, elle se manifeste par une forme de rencontre très frontale. Ils sont très rentre-dedans, quoi. Mais derrière, ils cachent une grande pudeur. Et je pense qu'ils sont à la fois audacieux et timides. Il y a quand même quelque chose qui est assez ténu et délicat dans la façon qu'ils ont de faire des rencontres et de construire leur journée, quoi, parce que en fait c'est ça, hein, heure après heure, rencontre après rencontre, ils essayent de construire une journée. Et l'autre mot c'était du coup... Alors l'autre mot c'est absence, et j'ai choisi ce mot absence parce que moi ce qui m'a frappé dans votre film, c'est quelque chose qu'avait très bien réussi Martin Scorsese dans Taxi Driver. Dans Taxi Driver, on voit pas de gratte-ciel. On voit pas le New York qu'on voit d'habitude pour se consacrer justement à la névrose de ce personnage et à ses enjeux intérieurs. Vous, dans Grand Paris, il y a très peu de choses banales. Il n'y a pas de boulangerie. On est vraiment à la fois dans un réel que tous les franciliens connaissent, le RER, les attentes, etc. Mais en même temps,
L'absent, c'est la banalité du Mhm. quotidien, c'est les rapports interrelationnels qu'on connaît tous. Là, ils y sont pas. Mhm. C'est comme une ronde, en fait. Mhm. Je me suis rendu compte de ça. Dans mon film, il n'y a pas de scène du quotidien où ils mangent, ils se douchent, ils font des trucs. Quand je regarde des films, souvent, et plus particulièrement des films à tonalité un peu sociale, euh, je me rends compte que, moi, comme dans un dessin animé presque, il y a une forme d'abstraction où les personnages sont purement leur essence et ils s'agitent comme ça, mais presque pas comme des vrais humains. Alors qu'en même temps, je cherche une forme de naturalisme dans la façon dont ils parlent, dans, dans, euh, dans, euh, même dans l'ancrage sociologique qu'ils peuvent avoir, parce que c'est important pour moi que Leslie et Renard viennent pas exactement du même quartier, pas exactement du même milieu social, mais peut-être c'est cette écriture où moi, comme étoile polaire, je suis l'idée de faire un dessin animé de banlieue. Je crois que c'est ça qui m'aide à travailler cette ambiance-là. Et moi, ce qui me fait réagir quand vous parlez d'absence, c'est l'absence des filles et tout particulièrement de la fille euh, qui est partie, quoi. C'est un hors-champ qui est un hors-âme. Exactement, ouais. Et parfois, parce qu'on m'a déjà reproché le fait qu'il y ait peu de filles à l'image ou qu'elles aient un rôle, c'est un rôle très particulier, hein, qui est tenu par les filles dans le film. Et à chaque fois, je dis, mais moi, je travaille l'absence des filles. Et cette misère affective et amoureuse qui en découle. C'est un compliment. Hein. Ouais, ouais. C'est un compliment. Ah, mais je En ne sais. montrant pas tout, Ouais. on renforce Ouais, ouais, c'est ça, ce je qui est pense. vrai. Hein. Alors, la ligne B, pour les non-franciliens, va en gros. La ligne B du RER va de Robinson à Mitry-Clay. Ça a mis les chevreuses. Mais bien sûr, il y a plein de bifurcations Mm. possibles. Mais j'ai choisi Robinson parce que Robinson Crusoe. Ouais. B comme bœuf et B comme bitume. Alors, bœuf, pour les plus âgés qui nous écoutent, bœuf c'est cannabis, c'est Ouais. l'herbe. Ils en prennent, hein, Ouais. vos personnages, ils en ont besoin. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé dans le film, c'est à un moment, une jeune femme d'ailleurs que vous cadrez en plan moyen, qu'on n'insiste pas beaucoup, elle a commandé de la cocaïne et il leur demande mais t'aimes ça? Et elle répond non, pas Ouais, vraiment. ouais. On a l'impression que là on est passé dans un truc en fait les gens savent même plus pourquoi ils la prennent quoi. Il y a quelque chose de mécanique. Il y a, au bout d'un moment, l'habitude remplace la sensation ou même le geste qui, au départ, motive la prise de la substance. Et moi, je sais que j'ai arrêté de fumer, mais au départ, quand je fumais, c'était parce que j'avais raté le bus. Du coup, j'avais rien à faire pendant 10 minutes, alors je fumais une clope. Et c'était devenu une habitude pour tromper l'ennui. Et je crois que ça se ressent énormément dans le film. À chaque fois qu'ils fument des joints, c'est parce qu'ils viennent d'avoir une déconvenue ou ils sont face à un obstacle, il y a quelque chose qui se passe mal, et ils se retrouvent confrontés à une plage d'ennui qu'ils n'arrivent pas à affronter sans fumer la bœuf. Et effectivement, la bœuf devient une sorte de bouclier. Euh, et ça l'a été longtemps pour moi. J'avais pas grand-chose à faire. J'aimais la sensation de lâcher prise et le temps qui s'accélérait quand j'étais défoncé. Alors j'aimais bien fumer. Mais maintenant, je fais plein de trucs et je fume plus. Je pense que ça se joue comme ça. Alors ça veut pas dire que tous les gens qui fument font rien de leur vie. Pas du tout, du tout. Moi, c'est mon rapport personnel au truc. Et j'ai plein de potes qui fument et qui sont hyper actifs. En fait, je voulais aussi dépasser ces clichés-là. Parlons du bitume. Ouais. Louis-Ferdinand Céline, qui était un banlieusard, Ouais, de l'autre côté, lui. de l'autre côté, il a eu une phrase terrible. Il disait que la banlieue parisienne, c'était le paillasson de Paris, tout en étant banlieusard. Et vous, évidemment, votre film, c'est tout l'inverse. Ah, C'est-à-dire que aux portes, j'allais dire aux pieds de Paris, il y a tout un monde à la limite presque préservé, puisque beaucoup de Parisiens n'osent même pas franchir le périphérique. Je connaissais pas la phrase de Céline. Moi, il y a une autre phrase de Céline que j'aime bien, c'est l'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. Le paillasson de Paris, alors ça, je vais la garder. Hein. Je voulais complètement renverser cette hiérarchie-là avec le film. Évidemment. Il y a une grande ironie dans la démarche d'appeler le film Grand Paris et de n'écrire aucune scène dans Paris Intramuros, à part peut-être le non-lieu ultime de Paris qui est Châtelet-Les Halles, c'est-à-dire le croisement de tous les banlieusards.
c'est le monde de Narnia, la banlieue. C'est presque un Éden préservé, euh, grâce aux clichés et grâce à tout ce qu'on peut dire de négatif sur ces territoires. Après, pas toutes les villes de banlieue, pas tous les quartiers, parce que bien sûr, il y a aussi des endroits qui vont mal, hein, comme partout. Mais moi, je sais que ma ville, Chelles, c'est excellent. Les bords de Marne, il y a plein d'endroits super. Et c'est vrai que c'est assez tranquille, et cette tranquillité-là peut s'apparenter à une forme de vide qui pousse à la création. Et je crois que c'est enfant d'une banlieue pavillonnaire où il se passe pas grand-chose, j'ai été dans cette prédisposition à travailler un imaginaire très riche intérieur, quoi. Et le bitume, la banlieue, c'est pas que le bitume, justement. Aujourd'hui, la banlieue, c'est plus que le bitume. Et je pense qu'on a tendance à faire trop souvent ce raccourci, qui est plus tout à fait exact. Mais ce qui est fantastique dans Grand Paris, c'est votre art du cadrage. Je veux dire, il y avait très longtemps que j'avais pas vu un arrêt de bus Mm. filmé comme ça. Et justement, le mot bitume aussi, c'était un compliment par rapport à votre Mm. film. C'est-à-dire que vous montrez un quotidien qui normalement est normé, Mm. archétypal dans notre tête, Mm. et vous le cadrez de manière presque poétique. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des plans où il n'y a pas de mouvement, on voit les personnages qui échangent entre eux, vous recadrez pas forcément dessus. C'est-à-dire qu'il y a une poésie du bitume. C'est exactement ça. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand on trouve une fêlure dans le bitume, suite à un accident ou un défaut de la voirie et qu'une petite fleur se met à pousser dedans. J'aime beaucoup ça. Et il y a le papillon bleu, il y a aussi la petite fleur qui creuse son sillon dans le bitume. Ça, c'est des métaphores qui me plaisent beaucoup quand j'écris. Ce décalage poétique de ce qu'il peut y avoir de plus morne et banal a priori. Passons à la ligne C, qui va de Pontoise à Dourdan, Dans la forêt. entre autres. Alors pour la lettre C, j'ai choisi 2 mots. Le mot connexion et le mot candeur. Alors, connexion, on pense évidemment aux connexions de RER, mais ce qui est très beau dans Grand Paris, c'est que en gros, on a l'impression que les personnages, tout en ayant des vies différentes, sont reliés un peu comme un collier. Quelqu'un débarque, il doit livrer à manger, et il débarque là comme par hasard. Il y a une sorte de grande fraternité, Mm. de connexion comme ça, presque invisible entre les gens. Et pourtant, très, très concrète. Mm. Mon idée, et je l'avais déjà un peu développée dans les courts-métrages que j'avais fait. euh, c'est pas des films qui se ressemblent forcément beaucoup, mais quand même, il y a ce territoire, il y a ces personnages perdus et très affectueux, il y a ce ton comique. La connexion, pour moi, c'est une forme de bienveillance qui les unit tous. Tous les personnages sont très bienveillants. Ils sont dans l'accueil, ils sont souriants. Même celui qui peut sembler peut-être menaçant ou bizarre à première vue se révèle très tendre et affectueux. Je crois que c'est un rapport que moi-même j'ai à la vie. Je suis cancer des signes astrologiques, je suis très sensible, je suis très affectueux et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse à partager et d'affection à revendre, quoi. Et c'est vrai que je cherche, dans ma vie personnelle, je cherche la connexion avec d'autres humains, je cherche la tendresse, je cherche les sentiments qui font qu'on se sent bien, et je crois que c'est quelque chose qui est commun à tous les personnages de mon film. Une grande, grande chaîne de bienveillance qui fait avancer le récit d'ailleurs, parce que c'est de rencontre en rencontre que les péripéties se succèdent, mais c'est aussi un rapport beaucoup plus tendre au monde. Pour parler des représentations de la banlieue, de montrer quelque chose de beaucoup moins dur et violent, de beaucoup plus bienveillant. Ouais. Le mot candeur, Mm. bah, est-ce qu'on peut faire un premier long métrage, même après avoir fait des courts métrages, est-ce qu'on peut faire un premier long métrage sans candeur, même sur l'art cinématographique? Moi, je reste extrêmement candide parce que j'ai pas fait d'études, parce que j'ai pas de formation, parce que je me suis jamais pris vraiment comme un réalisateur. Je me suis jamais considéré comme un cinéaste. Euh, je bricole, je fais les films avec mes potes. Alors j'ai une grande ambition artistique, mais je me suis jamais vraiment pris au sérieux. Et je crois qu'il y a beaucoup de candeur dans la façon dont j'appréhende le tournage, mais aussi l'écriture et tout ce qui va avec. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé, et j'en profite un maximum. Mais je suis un peu à l'image de mes personnages finalement. Je vais là où le vent me porte et je suis très content si ça se passe bien. Le personnage que j'interprète, il est vraiment très candide. Après,
je vais pas me voiler la face. Quand j'ai tourné le film, je me mettais la pression parce que j'avais l'impression que c'était cette fois ou jamais, que si je me ratais là, j'aurais pas de seconde chance. Alors, je devais dissocier le Martin réalisateur focus sur ce qui se passe et les enjeux et les obstacles et les problématiques qu'il va falloir affronter. Puis il y avait Renard. Renard, toujours un peu béat, souriant, et ça me faisait du bien de me réfugier dans cette candeur-là. Mais je dirais que même aujourd'hui, si je refais un film, je resterai dans cette forme de légèreté aussi. La candeur, elle est presque chromatique. Il y a un plan où ils sont tous les quatre face caméra dans le tunnel, mais on se croirait quasiment, on a l'impression d'avoir un bic 4 couleurs dans la main, c'est-à-dire que vous êtes en rose, il y en a un autre qui est en jaune, un autre qui est en rouge, c'est-à-dire que là, vous rebattez complètement les cartes, entre guillemets, du film d'aventure. Indiana Jones ne s'habille pas comme ça. Indiana Jones, c'est plus du marron. Là, c'est les Power Rangers. Les dessins animés, moi, qui ont bercé mon enfance. Euh, la candeur, effectivement, c'est celle des couleurs primaires et des uniformes des personnages de dessins animés. Et puis, cette candeur, moi, je l'ai retrouvée dans le texte. Je crois que j'avais pas entendu l'expression "c'est parti mon kiki" depuis 30 ans. J'adore des Aussi. expressions comme ça, moi, ça me fait trop rire. C'est parti mon kiki. Et alors cette réplique-là, j'ai eu du mal à l'enregistrer, je l'ai fait répéter 30 fois, quoi. Parce que Il n'en pouvait plus. tout le monde trouvait ça suranné, c'est ça? C'est ça, c'est trop bizarre. Enfin, c'est complètement déplacé de sortir des phrases comme ça. Mais il y a vraiment un amour aussi des dictons mal placés dans le film, hein, jusqu'à en inventer, hein. Quand c'est gratuit, c'est plus sucré. Bon, j'ai jamais entendu personne dire ça. Et, euh, et le petit à petit, l'oiseau fait son nid. Enfin, ouais, j'adore les phrases décalées, les expressions un peu désuètes qui créent tout de suite une étrangeté et en même temps une sorte de complicité franchouillarde quoi, avec le spectateur. On passe à la lettre D. Avec plaisir. RER qui va de Creil à Melun, entre autres, puisqu'il y a beaucoup de fourches dans le RER. J'ai choisi Diurne Diurne. et Déconnecté, parce que votre film, il y a des séquences au petit matin au bord de la mer, hein, Leslie rêve de voir la mer, et Renard l'y amène, mais il y a quand même, c'est un film à deux faces, hein, comme un domino. Il y a des séquences diurnes, des séquences nocturnes, et les unes ne vont pas sans les autres. Comment est-ce qu'au tournage ou au montage ou à l'écriture, vous avez trouvé le ratio entre les deux? J'ai jamais pensé en termes de ratio. Mon écriture est très instinctive. J'avais envie qu'on reste avec les personnages en temps réel quasiment. J'aime l'idée qu'il y a peu d'ellipses, ou voire aucune, et qu'on suit tout ce flottement et tous ces changements de rythme qu'il y a dans une vraie soirée quand la soirée s'emballe, part un peu en cacahuète. Et le glissement du jour à la nuit, il est assez fluide dans le film. C'est un petit plan. Il y a même une forme de micro-ellipse à ce moment-là. On a un plan large où ils sont sous des pylônes et on voit que le soleil est en train de se coucher. Puis on les récupère, il fait déjà nuit. Et j'ai jamais réfléchi en termes d'équilibre. Dans ma tête, je saurais même pas dire aujourd'hui quel temps d'écran est de jour et quelle proportion est de nuit. Dans ma tête, le film se passait beaucoup, beaucoup de nuit. Mais finalement, on a pas mal tourné de jour aussi. Alors là, avec le recul, mais il y avait en tout cas l'idée que l'idée de rester un jour et une nuit avec les personnages et que l'aventure passe sans secousse de l'un à l'autre. Ça, c'était important pour moi. Le deuxième D, c'est Déconnecté. J'ai vu votre film 2 fois, et ce qui m'a frappé, c'est qu'on a l'impression que le film est presque dans la phase d'après les réseaux sociaux, d'après les portables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un envahissement, votre narration n'est pas dictée par les téléphones, mais il y a un moment quand même où Renard regarde son téléphone et Leslie lui dit « mais lâche-le un peu ton téléphone ». Et en fait, c'est aussi des moments charnières dans ce film-là, c'est-à-dire que si on veut être attentif même à des monuments, à des gens, à des émotions, à un moment, il faut lâcher les écrans. Si tu es en train d'écouter ta musique et que tu as les yeux rivés sur ton téléphone, tu passes à côté de plein de trésors que peut t'offrir la réalité. Et moi-même, je souffre, je pense, comme beaucoup de gens de ma génération, d'une forme d'addiction aux réseaux sociaux. Et tous les moments où je m'en échappe, je me retrouve créatif, rempli, les yeux pleins d'étoiles. Et je voulais pas assujettir ma mise en scène. En fait, ça résoudrait trop d'obstacles et de problèmes trop facilement.
T'imagines, il se commande un Uber, le film il est terminé. Alors, justement, je voulais prendre les chemins de traverse, tout ce qui échappe aux applications contemporaines et aux réseaux sociaux. Et en même temps, le personnage de Renard, il repose beaucoup sur son téléphone parce que sa façon de se présenter, c'est son avatar, son profil Snapchat. Et parfois, il se déconcentre et il se perd dans son téléphone au moment où Leslie, lui, il est toujours disponible, toujours là, bien ancré dans le réel. Et c'est pour ça que, à mon avis, c'est Leslie le héros. Renard, c'est son pote. C'est comme ça que j'avais envisagé le tournage. Après, je sais que je suis un peu envahissant. Bah oui, parce que je parle beaucoup, donc forcément, je prends de la place. Mais Déconnecté, c'est aussi le nom de ma chanson de PNL préférée. Coïncidence. Ouais, Je précise aux auditeurs que tout ça, ce sont des coïncidences. tout est lié. Alors, la lettre E, la ligne E va de Haussmann Saint-Lazare à Shell Gournay Ah, j'ai eu peur là, j'ai eu peur. ou à Tournant Tournant, ouais. sur l'autre. Voilà. Alors, C'est- les deux mots que j'ai choisis, c'est le mot évanescent et le mot esquisse. Euh, Évanescent parce que vos personnages ne sont pas des jusqu'au-boutistes. On a l'impression que s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, bah, c'est pas grave. Il y aura autre chose qui se présentera. Et j'ai l'impression que votre film fait 1h10 à peine. Et on a l'impression qu'il est plein de choses. Et en même temps, ces choses-là, elles dérivent comme un petit ricochet sur la rivière. Et c'est pas, on sent pas que les personnages sont motivés par une force et un objectif à atteindre. Moi non plus, je suis pas vraiment motivé par une force. Moi, je me pose toujours des questions. Je me demande si est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout ou non. Je suis très indécis. Et peut-être que ce film, c'est la première chose que j'ai vraiment mené à son terme. Mais toute ma vie, je me suis laissé plutôt porter, flotter. J'avais pas d'objectif très précis. J'ai arrêté toutes mes études en cours de route. Je suis pas très jusque-boutiste. Je crois pas du tout en la finalité, hein, l'accomplissement des objectifs. Je crois, comme on pourrait dire, c'est dans Grand Paris, ce qui compte, c'est le temps qui passe ensemble, beaucoup plus que finalement l'artefact, que ce soit une relique, un objet précieux ou pas. C'est beaucoup plus les situations qu'il va provoquer qui comptent. Cette évanescence, elle va presque jusqu'à la mélancolie. Moi, il y a une séquence dans votre film qui m'a laissé perplexe au bon sens du terme. C'est quand deux personnages vont prendre congé et ils se remémorent qu'ils ont ensemble travaillé à une caisse McDo, qui pour moi sera un cauchemar de travailler à une caisse McDo, mais ils sont presque déjà dans la mélancolie, ils ont des souvenirs de ce qui leur est arrivé à la caisse McDo, et là vous faites rentrer habilement, votre compositeur, une musique qui est presque poignante. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont jeunes, mais qui sont déjà dans la nostalgie de leur jeunesse. Moi aussi, je suis déjà dans la nostalgie de ma jeunesse et de la ville comme je l'ai connue avant qu'ils construisent et qu'ils reconstruisent. Et j'aimais beaucoup ce décalage entre une blague la plus potage possible, quasiment, une blague de paix, et une forme de nostalgie très intense, très, très, très violente presque. Nous, à la musique, on a décidé de. Moi, je voulais que ce soit poignant. Je voulais que la musique soit émouvante et profonde et riche et qu'elle soit en contraste total avec la légèreté apparente des blagues et peut-être l'inconséquence de ces personnages. Ah, je suis content. Je crois que c'est mon moment préféré dans le film, moi, ce moment de. Quand il dit c'était le bon temps. À chaque fois que je le vois, je souris et en même temps j'ai un petit frisson. C'était le bon temps et dans votre film, c'est le bon ton. Ouais. Vous arrivez vraiment à saisir toutes ces ruptures de ton qui se passent chez quiconque a entre 20 et 30 ans et qui ne sait pas forcément de quoi demain sera fait, mais qui sait de quoi hier était fait. Le mot esquisse, ce sera plus rapide. En fait, vous avez fait un court-métrage avant Ouais. qui s'appelait Paris Express. Grand Paris Express. Ouais. Grand Paris Express. Ouais. Et vous savez que vous n'êtes pas le seul à être passé du court au long. Vous savez que Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'était à la base un court-métrage qu'il a inclus au début de son film. Ah ouais. Et ensuite, il a habillé le court-métrage avec un long. Et Clapiche a fait un film qui s'appelait Chacun cherche son chat, qui à la base était un court, qui est devenu un long. Alors, mais c'est un format qui est quand même rare. Hein. Ouais. Mais justement, comment s'est passé le saut? Ouais. Je savais pas. C'était pas un saut parce qu'on a tout tourné d'un coup. Au tournage, on a tourné le long et j'ai monté le court dans le long d'abord. Parce qu'on avait réussi à obtenir des financements pour faire un court métrage et qu'on a décidé de se servir de ces financements pour tourner
le scénario entier que j'avais écrit à ce moment-là. Mais on avait des obligations de rendu. Donc on a monté dans la matière du long le court-métrage qu'on a diffusé sur Arte, qui a été en festival un peu, pas longtemps. Et ensuite, on s'est attaqué au montage du long. Donc pour moi, j'ai tout fait d'un coup. Il n'y a pas eu de moment où on se dit, ah, et si, peut-être le moment de bascule, c'est quand j'ai écrit le long. Euh, Parce que j'ai écrit une version courte qu'on a mise en financement et ça prenait beaucoup de temps parce que c'était mon premier film produit. Alors j'étais confronté à une temporalité complètement différente de ce que j'avais vécu jusqu'ici. Et moi j'étais obsédé par ce film, donc j'écrivais des nouvelles scènes, des situations, je changeais une réplique. Et de fil en aiguille, un matin je me réveille et je me rends compte il a doublé de volume le scénario. Mais ça a été très fluide, quoi. À aucun moment je me suis dit, bon, maintenant c'est un long métrage. C'est un constat. L'histoire maintenant fait plus d'1 heure. Mais à aucun moment, et même dans l'économie, dans notre approche, dans le nombre de personnes qui composent l'équipe technique, on était encore dans une forme d'artisanat et de quelque chose qui ressemblait à un court-métrage en apparence, même un film d'école, de fin d'études, alors que justement, je n'ai pas fait d'études. Alors, Martin Jova, j'ai proposé à une décoratrice de cinéma, Ouais. une scénographe de théâtre, une architecte d'intérieur, mais qui a été aussi impliquée il y a quelques années dans des discussions autour du Grand Paris. Je lui ai proposé de voir votre film Mhm. et elle va vous poser 5 questions. Ok. On va écouter la première. Martin, je voulais savoir si vous vous intéressez particulièrement à l'architecture, comme on peut le supposer en regardant votre film. Moi, je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie, mais j'en connais presque aucune profondément. Comme mes personnages, je suis assez inconséquent, je suis pas très jusqu'au boutiste et je suis fasciné par l'architecture, mais j'y connais quasiment rien. Comme je suis fasciné par l'archéologie, mais je suis pas du tout un spécialiste. Mais en effet, il y a un désir de montrer les espaces et de faire ressentir la poésie que moi je peux vivre face à des ruines, face à des bâtiments, ou le glissement du bâtiment fonctionnel au monument qui devient d'un coup moins utilitaire, où tu te dis mais pourquoi avoir construit ça comme ça, pourquoi l'avoir dessiné, pourquoi avoir voulu faire de l'art à ce moment-là. Tout ça, comme les personnages qui se qualifient d'archéologues amateurs, moi aussi, j'aime bien dire je suis un peu sociologue amateur, je suis un peu poète amateur, je suis un peu architecte ou urbaniste amateur. J'aime bien cette forme de légèreté, euh, De papillonnage. de papillonnage, ouais. Parfois, je me dis, oh, quand même, tu pourrais creuser. Par exemple, le film va sortir, tu pourrais lire un peu de bouquins de sociaux ou d'architecture, connaître un peu ton sujet. Et bon, je l'ai jamais fait, peut-être parce que euh, je suis un tir au flanc, mais peut-être aussi parce que ma façon d'être, c'est effectivement plutôt de papillonner. Oui, Martin, j'ai vu votre film comme un road movie urbain en RER et à pied, où on ne voit pas, je crois, le Paris intramuros. D'ailleurs, vos personnages sont presque toujours seuls dans leur environnement, en dehors de quelques rencontres, alors qu'ils traversent des territoires qui sont plutôt très peuplés en réalité. Est-ce que c'est un choix artistique, économique, ou même la volonté d'une sorte d'irréalisme? Plus on s'éloigne de Paris, moins on croise de monde par aux sorties des RER et notamment des terminus. Moi, je fais très attention à ce qui apparaît dans mon cadre et notamment aux couleurs. Euh, J'avais envie, comme dans un dessin animé, que on soit concentré sur les personnages et d'évacuer un maximum toutes les présences parasites. Donc il y a un choix artistique là-dedans, euh, de contrôler ce qu'on voit dans le cadre et de représenter la banlieue comme une forme de désert lointain, une forme d'abstraction. Donc ça, c'était très important pour moi. Après, il y a quand même pas mal de coins de la Grande Couronne où on croise pas grand monde, hein. Ça, c'est une réalité aussi. Mais dans tous les courts-métrages que j'ai faits, tout est assez dépeuplé, c'est vrai. Je sais pas, c'est peut-être inconscient, c'est une façon. Moi, j'aime bien montrer le dépeuplement. Peut-être c'est pour se rapprocher de l'essence des choses que je veux dire et ouais, d'accéder à une forme d'irréalisme ou en tout cas euh, on est moins aux prises avec la foule qu'on peut trouver dans le réel, mais on a aussi bénéficié du Covid parce que on était en période de confinement quand on a tourné le film, donc de fait il y avait beaucoup moins de monde dans les rues, ça c'est sûr.
Euh, c'était un choix artistique, c'était une esthétique que je voulais travailler. Euh, L'impression que plus tu t'éloignes de Paris, plus tu rentres dans un autre monde ou dans un non-lieu dépeuplé. Oui, Martin, vous savez bien que beaucoup de Parisiens pensent que de l'autre côté du périphérique, on est en terre sauvage. Et ils ne savent pas que beaucoup de choses se passent là, à quelques kilomètres de chez eux. Alors je me demandais s'il y a une intention politique dans votre scénario. Il y a une intention profondément politique qui est de mettre en valeur les aspects positifs de mon vécu personnel en Seine-et-Marne et en grande banlieue. Pas comme si j'avais vécu une vie rêvée, rose de A à Z, mais j'ai passé tellement de bons moments. Il y a tellement de choses géniales dans la ville où j'ai grandi auxquelles je voulais rendre hommage. Et surtout, j'avais un peu envie de contredire toutes les représentations stéréotypées de la banlieue au cinéma et dans les médias, où je me dis à un moment, mais qui pense ça et qui choisit de le représenter comme ça, dans quel but? Bon, cette considération, elle est profondément politique. J'avais envie de renverser la hiérarchie habituelle entre Paris et ce qui est considéré comme quoi les fanges, la périphérie ou les résidus atrophiés de ceux qui n'ont pas réussi finalement à s'installer à Paris. Alors par un hasard rigolo, j'habite à Romainville et je connais assez bien la tour du même nom que l'on voit à plusieurs reprises dans le film, tour qui est d'ailleurs située au Lilas. J'ai même assisté à la construction il y a une quinzaine d'années d'une belle maison qui se situe tout près de cette tour qui se voit d'assez loin en région parisienne, comme un phare urbain. J'ai bien aimé cette évocation lorsqu'on voit un phare à la fin du film, le parallèle entre le phare marin et le phare urbain. Et l'organisation d'un espace complètement onirique à la fin est une jolie réalisation où on sort de tous ces décors naturels. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Ils sont filmés 2 jours et 2 nuits pour se retrouver dans un décor rêvé. Je rends hommage à 2001 Odyssée de l'espace. Et en tout cas, cette tour transformée en toupie d'espace provoque un regard sur elle très différent et très positif. Alors je me demandais quels sont les réalisateurs ou les films qui vous inspirent, Martin. Je m'attendais pas du tout à cette question finale après le début de la phrase. Je suis content que personne n'a jamais fait la remarque pour le phare marin et le phare urbain. C'était une volonté de montage et j'avais l'impression qu'elle était passée à la trappe. C'est tellement satisfaisant quand une intention que tu as posée comme ça trouve un écho chez quelqu'un qui voit le film. 2001 Odyssée de l'espace, c'est mon film préféré. Ce que je disais tout à l'heure. Euh, Quels cinéastes m'ont inspiré? Il y a beaucoup de mélanges, parce que les valseuses aussi, c'est une inspiration. Les buddy movies, enfin les films de duo de potes, et les grands films de science-fiction, Spielberg. J'ai l'impression que je mélange plein de références très différentes et que je les retravaille par le biais de moi, mon vécu, moi, mon regard sur le monde et notamment sur la banlieue, et que ça fait un cocktail détonnant qui, moi, je l'espère, est un peu singulier. C'est mon but. Et j'ai l'impression qu'il l'est parce que parfois, je vois que c'est surprenant la vision de ce film pour certains publics. Alors, pour finir cet entretien, j'ai 3 petites questions. Qu'est-ce que c'est là? Ça a quel goût la sauce Valéry Giscard d'Estaing? La sauce Valéry Giscard d'Estaing, c'est comme une forme de persillade. En fait, c'est au beurre avec du persil. C'est un peu la cousine de la sauce qu'on utiliserait pour les escargots. Et ça, c'est William qui l'a inventé parce que William est un fin gourmet. Ok. Moi, j'apprends de lui, c'est mon maître. Pourquoi est-ce qu'à un moment crucial dans le film, un des meneurs se gratte le nez? Ah, parce que ça lui grattait le nez, tout simplement. Ah, ça, c'est une petite info. Oui, non, en fait, il se donne comment on dit, il noie le poisson parce qu'ils sont perdus et il se donne une contenance en se grattant le nez. Mais c'est aussi un geste très enfantin. C'est peut-être, c'est très régressif le fait de se curer le nez, de se manger ses crottes de nez. C'est ce que font les enfants quand ils sont pas encore au courant des règles de politesse. Et j'aimais cette forme d'enfance presque de retour à l'âge vraiment la toute petite enfance qui lie tous les personnages parce que c'est des grands enfants. Est-ce que vous êtes prêt pour le questionnaire final, Martin? Bien sûr, ouais. Question courte, réponse courte. Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000? J'étais dans ma petite chambre du pavillon de mes parents à Chelles et j'avais 4 ans. Donc,
Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un dîner en tête-à-tête, ce serait qui? Ce serait Triboulet, le clown, enfin le bouffon du roi, qui avait offensé l'amoureuse préférée de François Ier. Et donc condamné à mort, le roi, eu égard à toute sa fidélité, à tous ses services rendus, lui demande de quelle façon il souhaite être mis à mort, de quelle façon il souhaite mourir, et Triboulet répond de vieillesse. Quel est le livre que vous avez le plus offert? C'est Ubik de Philippe Cadic. Imaginons que demain matin, vous pouviez tout prendre avec vous, vos amours, vos animaux, votre travail. Demain matin à 9 heures, vous vous télétransportez dans quelle ville? J'aimerais bien aller aux espaces Abraxas de Noisy-le-Grand Pour y vivre, ouais. pour y vivre. Mhm. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un et vous vous dites ça a assez duré, je vais en tirer l'âge de guerre. Quel est le DVD que vous envoyez par la poste pour bien vous faire comprendre? Moonrise Kingdom Wes Anderson. de Wes Anderson. Est-ce que vous avez déjà pensé à la musique que vous aimeriez que vos proches écoutent lors de vos funérailles? Ne me dites pas Inspecteur Gadget. Joule. Quelle est la dernière fois que vous êtes passé devant le lieu où vous êtes né, la maternité? J'habite encore dans le 7-7. C'était l'année dernière. J'aime bien me balader à Lagny-sur-Marne. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée au détour d'un couloir sans penser à rien? Vous retrouvez face à une peinture, une photo, une sculpture et vous dites ah, mais en fait c'est moi que je suis en train de regarder. Un alter ego? Ça m'est déjà arrivé au Louvre. La seule fois où je suis allé au Louvre, devant un tableau peu connu qui s'appelle Effet d'aurore boréale à Magdalena Bay. Effet d'aurore boréale à Magdalena Bay. Ouais. Et tout de suite, vous avez Je me suis cette dit, c'est impression moi de ce mec dans la dédoublement. neige qui regarde l'aurore boréale. Ouais. Ouais, je vous félicite parce qu'il y a beaucoup d'invités qui squeezent cette question et qui disent non, moi ça m'est jamais arrivé. Et est-ce que dans les moments de doute, vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel qui vous aide à prendre la décision, la bonne décision? J'appelle ma maman. Non, c'est juste ça, j'appelle ma maman. Merci beaucoup Martin. Félicitations pour Grand Paris qui sort la semaine prochaine. Et en fait, votre film, je vais le définir par une phrase qu'on entend dans votre film. Votre film, en fait, c'est un trésor et les plus beaux trésors sont toujours cachés derrière des palissades ou des murs. Mm. C'est un de vos personnages qui dit ça. Merci beaucoup. Merci à vous, magnifique.